Je suis Claire Huginet et vous écoutez l'épisode 343 de Change ma vie, 3 clés pour survivre au baby clash. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée et la créatrice de ce podcast. Avec ma brillante équipe, on vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la parentalité. En fait, depuis la naissance de ma fille, je cherche à rendre ma parentalité plus fluide et plus agréable. Et du coup, je me documente énormément à ce sujet. J'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de livres. Et je constate que ces dernières années, la parole s'est libérée sur les problématiques liées à la maternité, au postpartum et à la parentalité d'une manière générale. Et tout dernièrement, on a enfin abordé le sujet qui me semblait encore tabou, des difficultés relationnelles qui peuvent naître dans le couple après l'arrivée d'un enfant. Ces difficultés, elles sont encore tabous, même si on en parle, parce qu'elles ne correspondent pas à l'image heureuse de la parentalité que la société nous véhicule, le fameux « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants de façon naturelle ». Et donc, quand notre réalité ne colle pas à cette image d'Épinal, eh bien, on ressent souvent de la honte et du coup, on n'ose pas en parler, on n'ose pas parler de nos difficultés. Et il suffit parfois de trouver un espace bienveillant pour que la parole se libère. D'ailleurs, la simple normalisation de ces difficultés de couple lors des appels de coaching de groupe au sein du programme Change ma vie mode d'emploi apporte beaucoup d'apaisement aux parents qu'on accompagne. Ils se sentent moins seuls, ils ont l'impression d'être normaux et ils peuvent ainsi s'autoriser à regarder en face leurs difficultés en ayant mis de côté le jugement pour mieux comprendre ce qui se passe pour eux, pour comprendre la cause de ces difficultés et surtout pour pouvoir trouver les solutions qui leur conviennent. C'est donc tout l'objet de cet épisode aujourd'hui, pouvoir à notre tour contribuer à la libération de la parole sur ce sujet, normaliser ce sujet du baby clash et vous donner des clés pour gérer cette période du mieux possible. Alors, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Eh bien, le baby clash, c'est une période, on va dire, de turbulence, donc apparition de tensions, de conflits, de disputes au sein du couple qui est normale et qui arrive généralement après la naissance d'un enfant et qui peut conduire à un éloignement des partenaires, un manque d'intimité, du ressentiment et parfois, au bout du bout, une séparation. Alors, quelles sont les causes de ce baby clash ? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est en comprenant les causes qu'on peut apporter des solutions efficaces. Et donc, ce phénomène du baby clash trouve son origine dans de nombreuses causes qui sont finalement assez universelles. La privation de sommeil, la restriction de liberté, quand on devient parent, notre vie change du tout au tout et finalement on peut se sentir coincé et contraint par notre quotidien. On a moins de facilité pour créer de l'espace pour notre vie sociale, pour nos loisirs et du temps pour soi. Les difficultés relationnelles avec l'entourage peuvent aussi être une des causes puisque quand on devient parent, c'est comme si notre espace intime était ouvert et notre entourage avec bienveillance souvent, mais va s'introduire un peu dans notre quotidien, nous donnant des conseils qui ne sont pas forcément sollicités, en essayant de conduire un peu notre vie, et ça peut poser des difficultés. Les problèmes de santé de nos enfants peuvent être des vraies problématiques et créer de la peur chez les parents, et donc parfois des incompréhensions et des disputes. Le RGO, les problèmes d'endormissement, les phases Terrible 2, Fucking 4, donc qui sont des phases d'opposition de l'enfant, mais qui peuvent être assez éprouvantes pour les parents. Et puis des désaccords au sujet de l'éducation. Ça peut être aussi une mère qui se sent incomprise et qui n'est pas assez soutenue, une répartition des tâches qui lui semble injuste ou inéquitable. Un parent qui se sent exclu de la relation fusionnelle qui peut naître entre une maman et son enfant, ou bien des traumatismes de l'enfance qui se réveillent chez l'un des parents ou chez les deux. Bref, c'est une période qui est
tumultueuse et qui peut conduire à ce fameux baby clash. Donc l'objectif de cet épisode, c'est de vous apporter des clés afin que vous puissiez avoir des outils concrets pour mener une réflexion sur votre propre situation personnelle. Parce que dans ces podcasts, on vous transmet des clés générales, mais après l'idée, pour que vous puissiez vraiment créer du changement dans vos situations de vie, c'est de pouvoir regarder vos différentes situations personnelles avec ces clés qu'on vous transmet et pouvoir les adapter à ce qui se passe pour vous. Je vais donc m'attacher ici à vous proposer les 3 clés les plus communes pour survivre au baby clash. Alors, la clé numéro 1 consiste à répondre à ses besoins, notamment son besoin de sommeil et d'équilibre émotionnel. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce qu'un être humain qui se sent bien, dont les besoins sont remplis, aura forcément davantage de ressources pour aborder les difficultés du quotidien avec clarté et de manière objective, sans se laisser emporter par ses lectures, par ses traumas et par ses propres difficultés. Vous le savez, je pense que vous l'avez déjà vécu quand on est en situation d'épuisement, quand notre système nerveux n'est plus régulé, c'est quasiment impossible de collaborer efficacement avec son ou sa partenaire et de créer des moments de complicité. On part au quart de tour et c'est rarement dans ces conditions-là qu'on peut trouver des solutions constructives. Alors comment on fait concrètement pour répondre à ces besoins ? La première étape, c'est déjà de les identifier. Et c'est pas toujours facile de prendre le temps de se connecter à soi et d'identifier ses besoins. Ça peut être généralement des besoins en termes de sommeil, de régulation du système nerveux, d'équilibre émotionnel, de temps pour soi, pour se ressourcer, pourquoi pas des temps de connexion avec l'autre aussi. Si vous avez du mal à identifier vos besoins, je peux vous renvoyer à l'épisode 306, les besoins sont universels. Sachez aussi que c'est un apprentissage, donc ne vous jugez pas trop si c'est difficile pour vous, si vous n'avez pas eu l'habitude de le faire, c'est normal et c'est une compétence qui s'acquiert et qui s'apprend pas à pas. Une fois qu'on a identifié ces besoins, ça va être important de savoir comment y répondre. Donc qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour répondre à mes besoins ? Ça, c'est une question puissante que je vous confie et que vous pouvez vous poser régulièrement. Pareil, sur ce point, Béatrice, ma collègue, a enregistré 2 épisodes merveilleux. L'épisode 324, votre système nerveux et vous, et l'épisode 325, comment réguler votre système nerveux, qui vous apporte des pistes concrètes pour justement pouvoir répondre à vos besoins quand il s'agit de dérégulation du système nerveux, ce qui est quand même assez souvent le cas dans cette période post-naissance. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ces besoins et qu'on sait quelle est la stratégie qu'on va pouvoir mettre en place pour y répondre, l'idée, ça va être de pouvoir créer les conditions pour vraiment mettre en place cette stratégie. Donc concrètement parlant, est-ce que j'ai besoin de faire garder mon enfant, par exemple, pour pouvoir dormir, pour pouvoir prendre du temps pour moi ? Est-ce que j'ai besoin de me coucher plus tôt et donc d'arrêter de scroller le soir sur les réseaux sociaux et de comprendre en fait ce mécanisme qui, même si je sais que je dois me coucher tôt, qui finalement m'empêche de le faire parce que je suis happée par ce besoin de plaisir qui peut se trouver de façon automatique parfois dans les réseaux sociaux. Ça peut être, est-ce que j'ai besoin de déléguer des tâches, de réduire en fait ma to-do list, tout simplement d'arrêter de faire certaines choses. Et comme je le disais, on verra que c'est pas aussi simple de mettre en œuvre dans la pratique ces choses-là. On peut avoir conscience de quels sont les besoins qui ont besoin d'être comblés. On peut avoir identifié la stratégie pour répondre à nos besoins. Et parfois, en fait, on a des blocages qui nous empêchent de mettre en œuvre ces stratégies-là. J'avais envie de partager avec vous des questions puissantes que j'ai identifiées, que je m'applique à moi-même, qui me permettent de pouvoir avancer sur ce sujet, de répondre à ces besoins. Donc la première question, et là je vous invite, si vous avez un papier et un crayon, à les noter ou faire pause dans cet épisode pour pouvoir prendre le temps de les noter. La première question, c'est quel est mon besoin le plus important en ce moment et qui n'est pas rempli ? Donc quel est le besoin
le plus important pour moi en ce moment et qui n'est pas rempli. Comment pourrais-je le remplir ? Quelles sont les stratégies qui vont me permettre de remplir ce besoin ? Et troisième question, que faudrait-il mettre en place pour rendre ça possible pour moi ? Donc, quelles sont les conditions ? Comment créer les conditions pour que je puisse mettre en place la stratégie que j'ai identifiée pour répondre à mon besoin ? Alors, une fois que vous aurez identifié tout ça, peut-être que vous vous rendrez compte que ce n'est pas si facile de créer les conditions. Comme je le disais, parfois on sait ce dont on a besoin et on ne se l'apporte pas encore ou pas assez souvent ou pas comme on l'aimerait. Et c'est généralement qu'il y a des obstacles, des freins qui nous en empêchent. Et donc je voulais aborder avec vous les 3 principaux freins que l'on observe dans nos sessions de coaching et sur lesquels nous aidons les personnes, les membres de notre programme à avancer. Alors, le premier obstacle qu'on identifie, c'est ne pas avoir l'habitude de se connecter à ses besoins parce qu'on pense que c'est pas prioritaire et en général, c'est presque souvent même inconscient. C'est-à-dire que depuis qu'on est enfant, on a grandi avec l'idée que se connecter à ses besoins, c'était pas quelque chose d'important, que nos besoins, ils n'avaient pas réellement leur place et donc on s'est un petit peu déconnecté de nous-mêmes. Donc on n'y pense même pas en réalité. Donc la première habitude à mettre en place, ça va être de se connecter, de créer la connexion avec ses besoins et de se dire finalement que on a le droit d'avoir des besoins, on a le droit de les écouter. Le deuxième obstacle que l'on remarque, c'est ne pas prendre le temps de créer de l'espace pour répondre à ses besoins parce qu'on pense que répondre à ses besoins, ce serait quelque chose d'égoïste, qu'en fait on n'a pas le droit de se faire passer en premier, qu'il faut absolument répondre aux besoins des autres et de son enfant en premier. Et ça, c'est une erreur qui coûte très cher. C'est un peu la métaphore du masque à oxygène. Vous savez, pour pouvoir aider les autres, c'est important d'avoir les ressources en nous et donc de mettre en premier notre masque à oxygène. Donc c'est vraiment intéressant dans ces cas-là, quand on pense que prendre soin de soi, c'est être égoïste, d'essayer d'inverser ce schéma de pensée parce qu'il ne nous est pas utile du tout. Le troisième obstacle, c'est qu'on peut voir comme une faiblesse le fait de demander de l'aide parce qu'on se dit que finalement, en fait, on devrait y arriver seul et que si on n'y arrive pas tout seul, si on a besoin de demander de l'aide, c'est qu'on n'est pas assez, c'est qu'on n'est pas assez intelligent, c'est qu'on n'est pas assez fort, c'est qu'on n'est pas une assez bonne maman ou pas un assez bon papa. Et en réalité, c'est un frein qui va nous empêcher d'aller justement créer les conditions pour prendre du temps pour soi. Par exemple, demander à ce que un de nos parents puisse garder notre enfant, par exemple. Et ça, c'est vraiment important d'avoir conscience de ce mécanisme et surtout de l'inverser parce que, en réalité, quand on devient parent, il y a plus de choses à faire que nos 2 bras et nos 2 jambes. Et si on se met en tête qu'on doit y arriver seul, on va vite arriver au mur et ce mur va être assez douloureux. Donc, ce troisième obstacle, ce troisième frein, c'est vraiment important d'en prendre conscience et de pouvoir aller justement le lever. Et donc, pour ces 3 obstacles, vous l'avez compris, il est essentiel de changer son discours intérieur pour pouvoir les lever et s'apporter ce dont on a réellement besoin. Et ce changement, il requiert du courage et il requiert parfois d'être accompagné parce que c'est pas toujours facile de pouvoir changer nos schémas de pensée tout seul. C'est pas simple d'aller à l'encontre des schémas avec lesquels on a grandi, d'aller à l'encontre de ce que la société cherche à nous transmettre comme façon de procéder et comme injonction. Et je pense notamment là à cette image de la mère sacrificielle qui est encore parfois un peu trop souvent, à mon goût, valorisée dans la société actuelle. On devrait pouvoir être une mère parfaite, une professionnelle parfaite, une épouse parfaite, prendre soin de soi, être notre meilleur allié, etc., tout en même temps, sans avoir besoin de l'aide des autres. Et c'est quelque chose qui finalement, quand on se tient à soi-même, ce discours-là peut vraiment être un poison et nous emmener vers le burn-out maternel, puisque là je parlais des mamans, mais pourquoi pas parental quand il s'agit d'un mécanisme qui se met en œuvre chez les pères ou les parents.
Voici donc, pour pouvoir un peu court-circuiter ces schémas de pensée, des pensées puissantes que nous avons identifiées et que je vous invite à cultiver si elles sont accessibles pour vous tout de suite. Et sinon, je vous invite à essayer de les travailler et pourquoi pas en étant, comme je le disais, accompagné. Donc les pensées puissantes sont les suivantes. La première, c'est un bon parent a besoin de prendre soin de ses besoins pour pouvoir prendre soin des besoins de ses enfants. La deuxième, un enfant a besoin de parents stables émotionnellement. Parce que, petite parenthèse d'ailleurs, parfois quand on est soi-même au bout du rouleau, quand on est activé, en fait nos enfants ressentent cette activation et ça crée une insécurité chez eux qui va les activer. Et donc en fait c'est un petit peu le cercle vicieux parce qu'ils vont être un peu plus, entre guillemets, pénibles. Et donc nous on va savoir encore moins quoi faire, on va encore plus épuiser nos ressources et ça va être un petit peu le cercle vicieux de je suis activé, je t'active. En tant qu'enfant, quand je m'active, je réactive mon parent et ainsi de suite et ça monte un petit peu comme ça dans une spirale infernale où on peut en arriver à perdre son sang-froid et à dépasser les limites qu'on s'était fixées pour soi-même en tant que parent. La troisième pensée, c'est en prenant soin de mes besoins, je montre l'exemple à mes enfants. Et ça, je crois que c'est une des pensées puissantes que je me rappelle le plus souvent, c'est que je suis aussi en train de lui ouvrir la voie pour qu'elle ne répète pas les schémas que j'ai hérités moi-même et simplement, sans forcément lui expliquer, simplement en lui montrant comment je fais pour prendre soin de mes besoins, eh bien, je vais lui offrir une autre façon de faire et ça, je crois que c'est un des plus beaux cadeaux que je peux lui offrir. Donc on vient de voir que la première piste pour survivre au baby clash, c'était de prendre soin de ses besoins, de ses propres besoins. Et la deuxième piste que je voudrais évoquer maintenant avec vous, c'est la communication avec son partenaire. Oui, parce que communiquer régulièrement et surtout efficacement avec son partenaire, c'est une des clés pour survivre au baby clash. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour pouvoir comprendre l'autre, et rester dans la même équipe face à ces difficultés du quotidien, eh bien, il est important de communiquer efficacement et régulièrement. On peut parfois avoir l'impression que ces conversations, elles vont être difficiles. Et si c'est votre cas, je vous comprends parce que ça a souvent été mon cas, jusqu'à ce que je découvre les outils du coaching et que je change ma manière de voir ces conversations. Et je vous invite à écouter, si c'est votre cas, l'épisode 319, les conversations difficiles, parce que dans cet épisode, ma collègue Priscille partage avec vous 4 clés essentielles pour justement préparer ces conversations et les mener à bien. Et donc dans cet épisode, on ne va pas revenir sur ces clés que Priscille partage avec vous, on va plutôt mettre le focus sur les 3 points les plus utiles pour communiquer régulièrement et efficacement avec son coparent. Alors, la première clé, c'est d'être au clair sur ses besoins, sur ses attentes, ses limites et ses priorités pour pouvoir être en mesure de les communiquer à l'autre. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il est utile de prendre un temps entre soi et soi pour pouvoir les clarifier en amont. Ça peut être aussi, si on le sent, si on se sent en sécurité avec son partenaire, ça peut être une occasion aussi de les clarifier pendant la conversation. Mais en tout état de cause, ça sera beaucoup plus simple d'avoir une conversation constructive quand on est au clair sur ses besoins, nos attentes, nos limites et nos priorités. Et c'est un point sur lequel nous aidons souvent d'ailleurs les membres de notre programme parce que c'est pas toujours facile d'identifier ce que l'on veut pour soi. La deuxième clé, c'est de choisir le bon moment pour avoir ces conversations et pas justement quand on est très activé et quand on est très énervé. Donc dans la mesure du possible, je sais que c'est pas toujours simple, je vous invite déjà de les planifier, en tout cas de planifier des points réguliers avec votre coparent pour pouvoir discuter le plus à froid possible de ces sujets parce que vous ne serez pas sous le coup des émotions et vous n'allez pas non plus surprendre votre coparent avec une conversation qu'il n'aurait pas vu venir. Donc ça permet en fait à chaque partenaire de pouvoir arriver prêt, en sécurité et d'être pleinement concentré à la conversation. On n'est pas non plus en train de faire autre chose quand l'autre a envie d'initier cette conversation. La troisième clé, c'est d'initier la conversation avec le bon carburant émotionnel.
Parce que en fait, l'amorce d'une conversation, et notamment d'une conversation entre guillemets difficile, elle compte beaucoup sur la suite que va prendre la conversation. Donc si on arrive dans la conversation en étant énervé, on va commencer tout de suite par des reproches, versus si on arrive dans la conversation avec une émotion de curiosité, de connexion, d'ouverture, où on va plutôt être à créer un espace sécurisant pour l'autre et pour soi. Et ça va être beaucoup plus simple pour avoir une conversation constructive. Donc pour arriver dans ce meilleur état d'esprit, on peut se rappeler déjà qu'on a le même objectif. Parce qu'en réalité, même si parfois on a l'impression qu'on est opposés, en vrai on a tous les deux envie de se sentir bien, on a tous les deux envie d'une relation apaisée et on a tous les deux envie de répondre à nos besoins. Donc c'est important de se rappeler qu'on a le même objectif et qu'en fait on regarde dans la même direction. Même si peut-être nos stratégies pour l'instant ne sont pas identiques, en fait, on a le même objectif. C'est important aussi de pouvoir, en amont, faire de la place aux pensées par rapport aux choses qui fonctionnent bien. Parce que souvent, on arrive dans la conversation avec la liste des problèmes pour pouvoir les régler et on oublie aussi tout ce qui fonctionne bien. Et donc, c'est important aussi de pouvoir se dire, ok, mais en fait, il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime chez l'autre, et même si c'est pas toujours évident, eh bien, essayez de créer ce petit espace pour justement faire émerger tout ce qui fonctionne bien, mettre un peu de la lumière sur ce que vous aimez bien, sur ce qui va bien. La troisième clé pour initier les conversations avec le meilleur carburant émotionnel possible, c'est de se connecter à son empathie. Parce qu'en fait, l'autre aussi, il a des difficultés. L'autre aussi, peut-être qu'il manque de sommeil. L'autre aussi, peut-être qu'il a des besoins non remplis, qu'il a des schémas de pensée limitants, qu'il a des traumas. Peut-être que dans les difficultés du quotidien, ça vient appuyer sur ses traumatismes d'enfance, sur son système d'attachement. Il y a des déclencheurs qui vont l'activer. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il a les réponses qu'il vous propose et qu'il a ce comportement-là aujourd'hui. Donc c'est vraiment important d'essayer aussi de se connecter à ça parce que vous allez pouvoir avoir des conversations beaucoup plus constructives quand vous allez en fait essayer de dire ok, on est juste deux êtres humains qui faisons face à des difficultés, qui ont leurs propres limites et qui font finalement du mieux qu'ils peuvent. Alors encore une fois ici, on le voit bien, c'est la qualité de notre discours intérieur qui va avoir un impact sur le carburant émotionnel qu'on va avoir et donc in fine sur la qualité de notre conversation. Et donc si on se dit en amont, au lieu de se dire ça, si on se dit que finalement c'est pas très romantique ce genre de conversation, qu'on a l'impression d'être au travail en planifiant nos conversations, qu'on en a marre d'être toujours celle ou celui qui fait l'effort d'initier la conversation, finalement qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas envie de changer en fait parce qu'on fait bien assez d'efforts comme ça. Si on a ce discours intérieur là, forcément ça va être un petit peu compliqué d'avoir les meilleures conversations possibles. Et donc c'est important d'accueillir ce discours, mais de ne pas le laisser prendre les commandes de nos conversations. Il est donc essentiel de moduler notre approche sur ce point et je vais partager avec vous donc les quelques pensées puissantes que j'utilise également moi-même dans mon quotidien et qui m'aident beaucoup. La première pensée, c'est « ce n'est pas lui », alors en l'occurrence je dis lui, mais pour que vous puissiez vous l'approprier, la question puissante, enfin la pensée puissante, c'est « ce n'est pas lui ou elle contre moi, c'est lui ou elle et moi contre notre problème commun ». On est tous les deux fatigués, on a tous les deux le même problème et donc on va rester en équipe pour pouvoir régler ce problème commun. On va trouver des solutions qui nous conviennent à tous les deux. Pas besoin qu'il y en ait un qui gagne et un qui perde. Il y a peut-être une solution, il y a forcément une solution où on peut être gagnant-gagnant tous les deux. On a fait du mieux qu'on a pu jusque-là. Ça, c'est vraiment pour pouvoir éviter de se juger en fait et nous donner la meilleure opportunité d'évaluer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné en mettant de côté le jugement et en restant dans la bienveillance. Donc on a fait du mieux qu'on a pu jusque-là. Cette conversation, c'est ce dont on a le plus besoin pour avancer. Et enfin, la dernière que j'adore, qui est extrêmement puissante et qui sort en plus du cadre du couple, mais on peut être d'accord,
de ne pas être d'accord. C'est-à-dire qu'on peut rester avec des différends, on peut penser des choses différentes, avoir des avis différents sans que ce soit un problème. Je vais passer maintenant à la troisième clé pour survivre au baby clash, remettre du plaisir dans son quotidien, seul et ou à deux. Pourquoi ? Parce que sans plaisir, clairement, on ne peut pas se sentir épanoui. C'est pas possible de tenir sur le long terme quand on vit sa vie comme une série de contraintes et de difficultés. En fait, on s'épuise au bout d'un moment. Quand il n'y a plus de place au plaisir, ça devient très compliqué. Le plaisir, c'est le moteur de notre vie. On est câblé pour rechercher du plaisir. Et c'est pour ça que parfois, on va rechercher ce plaisir-là dans les réseaux sociaux, parce que ça va nous apporter la dopamine dont on a besoin. Mais on voit bien quand même que les réseaux sociaux, au bout du bout, il peut y avoir des effets négatifs. Et donc, le plaisir, ça va être important de le créer dans son quotidien d'une manière qui va nous être utile. Et le plaisir, c'est tellement important que vous le savez peut-être, mais c'est l'une de nos valeurs chez Change Ma Vie. Et si vous voulez d'ailleurs savoir ce que ça signifie à l'échelle de notre entreprise et comment on le décline, je vous renvoie à l'épisode 235, le plaisir. En devenant parent, pour revenir à notre sujet du jour, finalement, on a un petit peu tendance aussi à oublier qu'on est des individus à part entière, avec nos propres besoins, nos propres envies, et que finalement, avant d'être parent, on est aussi deux individus qui forment un couple. Et donc, c'est essentiel de pouvoir se préserver à la fois des temps de qualité entre soi et soi, mais à la fois des temps de qualité et de plaisir en tant que couple. Reprendre finalement le plaisir d'être ensemble. Alors, comment on peut faire ça ? La première étape, c'est de choisir et de décider de dédier du temps à son couple. Ça peut être passer un week-end ensemble sans parler des enfants et sans avoir les enfants, juste pour se reposer ou pour parler de ses envies, de ses rêves, pour recréer des moments d'intimité et de connexion profonde, faire des activités qu'on aime, qui nous font du bien, qui nous font plaisir à deux. Choisir et décider de dédier du temps à son couple, c'est fondamental parce que pris dans le quotidien et dans les tâches qui sont liées aux enfants, on peut finalement mettre complètement de côté son couple et tant qu'on n'aura pas décidé consciemment de dédier du temps à son couple, il n'y a pas une baguette magique qui va venir ou une bonne fée pour justement d'un coup nous permettre d'avoir du temps pour son couple. C'est vraiment une décision consciente qu'il va falloir mettre en place. Et ça va être aussi de créer de plus de plaisir dans son quotidien. Ça peut être des petits plaisirs comme se féliciter chaque jour de ce qu'on a accompli, noter ce qu'on a aimé dans notre journée. C'est d'ailleurs un des rituels que j'ai mis en place avec ma fille le soir. Et mine de rien, ça peut paraître complètement anecdotique, mais ça fait un bien fou de pouvoir créer ce petit espace pour se dire finalement, en fait, qu'est-ce que j'ai aimé dans ma journée. Ça peut être aussi créer ce petit espace pour se dire, qu'est-ce que j'aime chez l'autre ? Qu'est-ce qui s'est bien passé entre nous aujourd'hui ? Bref, l'objectif de tout ça, c'est de nourrir des pensées de qualité, de pouvoir s'apporter des pensées qui vont créer à l'intérieur de nous des émotions qui vont être de l'ordre du registre, entre guillemets, du plaisir. Ça peut être aussi créer plus de plaisir dans son quotidien, manger un plat qu'on aime, faire une activité qu'on aime, s'offrir, un objet qu'on aime, s'entourer d'objets qu'on aime, aller dans la nature si c'est ce qu'on aime. En tout cas, créer de l'espace pour pouvoir s'apporter ça dans son quotidien. Et de la même façon qu'il n'y aura pas de bonne fée ou de baguette magique pour pouvoir créer ça pour son couple, c'est la même chose pour soi. Si on ne décide pas consciemment de créer du temps dans son quotidien pour s'apporter et créer du plaisir comme ça, on va risque de se mettre en mode automatique à finalement remplir notre to-do et à effectuer les tâches de notre quotidien sans avoir créé l'espace pour notre plaisir. Et donc évidemment, il peut y avoir de nombreux freins qui nous empêchent de créer cet espace-là. Même si on sait que s'offrir un week-end sans enfant nous serait des plus bénéfiques, c'est pas forcément évident de le mettre en pratique si on n'a pas identifié les pensées qui vont finalement nous bloquer. Ça peut être, on n'a pas le temps, mon enfant a besoin de moi et donc je dois être auprès de lui, donc je ne peux pas le laisser un week-end. Ou personne d'autre que moi ne s'occupe aussi bien de lui, donc je ne peux pas le laisser à ma maman.
ça va nous coûter X euros, on n'a pas envie de déranger X ou Y pour confier nos enfants, c'est trop compliqué à organiser, ça changera rien, etc., etc. Si vous vous reconnaissez dans ces pensées-là, attention, prenez quelques instants pour aller les regarder parce que c'est ces pensées-là qui vous empêchent de pouvoir créer ce temps pour vous ou pour votre couple. Et si vous avez envie de remettre du plaisir dans votre quotidien, encore une fois, ce n'est pas forcément un grand plaisir comme un week-end entier avec son partenaire sans les enfants, ça peut être un petit plaisir, eh bien, je vous invite à cultiver au contraire des pensées comme notre couple, c'est notre priorité. C'est exactement ce dont nous avons besoin. C'est un excellent investissement. Des parents heureux, c'est aussi des enfants heureux. Ou finalement, on n'a qu'une vie. Donc, à quoi ça sert d'être malheureux dans cette vie-là ? Je mérite de créer du plaisir pour moi dans mon quotidien. Donc, vous l'avez compris, pour survivre au baby clash, il est essentiel d'avoir conscience de ce phénomène, de le normaliser pour mettre de côté le jugement et de mettre en place les solutions qui vous correspondent et surtout de garder espoir parce que bien souvent, ce n'est qu'une phase transitoire. Donc je vais résumer finalement ici les 3 pistes qu'on vient d'évoquer dans cet épisode. 1. Répondre à ses propres besoins et notamment son besoin en sommeil et en équilibre émotionnel / régulation du système nerveux. Deuxième piste, deuxième clé, communiquer régulièrement et efficacement avec son ou sa partenaire. Troisième clé, remettre du plaisir dans son quotidien, seul et ou à 2. Bien sûr, entre la théorie et la pratique, il y a souvent un monde et c'est celui des freins, des obstacles qui nous empêchent de passer à l'action. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide et ce, le plus tôt possible. Parce que quand on se sent épuisé, parce qu'on a tenu bon un peu trop longtemps, qu'on a dépassé ses limites, on a souvent en fait plus l'énergie et la clarté d'esprit pour comprendre tout seul la cause de nos difficultés. Ça va être plus long finalement à remonter la pente et ça va être plus difficile de pouvoir s'accompagner et d'identifier les solutions dont on aurait besoin. Alors par pitié, si cet épisode vous permet de prendre conscience de ces premiers signaux d'épuisement, faites-vous aider tout de suite, c'est fondamental. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné justement pour pouvoir identifier vos freins personnels et déconstruire vos schémas de pensée pour vous permettre de vivre la vie parentale qui vous correspond, sachez que c'est notre mission et surtout notre passion chez Change Ma Vie et en particulier au sein de notre programme de coaching Change Ma Vie mode d'emploi. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore parents et qui ont le projet de le devenir, offrez-vous ce cadeau de vous préparer à la possibilité du baby clash. Discutez de vos valeurs éducatives, anticipez autant que possible l'organisation et le partage des responsabilités. Apprenez à identifier vos besoins, apprenez à y répondre. Formez-vous à la gestion émotionnelle, à la régulation du système nerveux. Créez votre propre système de ressources externes, c'est-à-dire les personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter en cas de besoin. Donc ça peut être la famille, ça peut être des psychologues, des coachs, des doulas, des amis, des assistantes maternelles, etc., etc. On dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant et c'est vrai. Bien sûr, se préparer au baby clash ne signifie pas que vous allez éviter les désaccords, mais ça va vous permettre de les anticiper, d'anticiper vos différends et de pouvoir établir des bases solides pour traverser cette période de la manière la plus constructive possible. Faites-vous ce cadeau. Si j'avais eu tout ça entre les mains avant de devenir maman, je pense que ça aurait été vraiment différent pour moi. Alors j'ai appris évidemment avec ce qui s'est présenté à moi, mais j'aurais été un peu plus équipée. Et donc c'était aussi l'objet de cet épisode de pouvoir vous transmettre ces clés pour vous permettre d'être un peu mieux équipée à votre tour. Je vous remercie très sincèrement de votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.
Si vous écoutez le podcast Change ma vie, c'est sans doute que vous vous posez beaucoup de questions. Qui vous êtes vraiment ? Où vous en êtes ? Et est-ce que vous faites les bons choix ? Vous êtes sans doute une personne sensible, avec beaucoup d'émotions qui vous encombrent parfois. Vous avez toujours à cœur de bien faire et vous vous mettez beaucoup la pression. Mais vous vous apercevez que ce mode de fonctionnement hyper exigeant vous coûte cher. Vous ressentez beaucoup d'anxiété, votre quotidien et vos relations manquent cruellement de légèreté et malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à vous sentir juste bien, tranquille avec qui vous êtes et ce que vous faites. À force d'être dans votre tête tout le temps, vous passez à côté de la vie épanouie et alignée que vous pourriez vivre dès maintenant. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que je vous comprends à 1000% et que le coaching Change ma vie va vous aider comme il a aidé les milliers de personnes qu'on a déjà accompagnées. En rejoignant le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous allez ressentir dès le début le soulagement immense de savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des solutions simples pour retrouver votre sérénité et votre énergie. Avec l'équipe des coachs certifiés Change ma vie, on sera à vos côtés au quotidien pour construire avec vous un plan d'action concret qui vous permettra de dissiper enfin le brouillard et les doutes, de savoir clairement ce que vous voulez et d'oser aller le chercher. Pour en savoir plus sur le coaching Change ma vie et comment vous inscrire, rendez-vous sur changemavie.com/coaching.